Et bonsoir et bienvenue sur un des... Ah ouais, on est comme ça, nous. Un générique comme ça, dis donc, hein, tu m'avais pas Ouais. prévenu. Mon Non. pauvre cœur a tressauté dans la poitrine. J'imagine, ouais. Bonsoir, bienvenue sur un dessin podcast, c'est Fred. Et Jean, il est là. Salut à tout le monde. C'est ici. Ouais, je suis là. Salut Jean. Salut Fred. Écoute, ravi de te retrouver. Le plaisir est partagé. Ouais, bah écoute, on est dans la tonalité indécent, hein, du grand n'importe quoi, bien préparé bien sûr, toujours. C'est un petit numéro, on appelait ça chronique indécente, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des zooms un peu plus, vous savez, synthétiques, des trucs qui durent 3 heures, quoi. Tu te souviens de l'anneau unique? Vas-y. Oui, non, mais ça va être un petit peu long. Mais là, on va essayer Non, d'être pas du assez tout, pas du synthétique. tout. Oui, on le dit, hein. On a eu des journées chargées, on a besoin d'aller faire dodo tout à l'heure, donc on va pas traîner trop. Ouais, genre à 9h15, c'est fini, quoi. Alors j'en profite, hein, je fais un petit coucou à tous les copains et Marilyn, hein, de la team, qui sont pas dispo. Et Marilyn, je pense bien à toi puisque tu vas à Octogone, dans pas longtemps, donc le grand rendez-vous des rôlistes et puis des platistes et des figurinistes et de tous ceux qui aiment le jeu. Voilà. Et bonsoir, JDR Ninja. Voilà. Et bonsoir Vinès. Il y a plein de gens qui vont arriver au fur et à mesure parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence un live sur Twitch, on se farcit d'abord le petit écho à Jeff Bezos, parce que ce pauvre homme, si vous voulez, il faut quand même qu'on lui file son écho. Hein, on comprend qu'il est dans le besoin. Donc on se farcit, je crois, entre 30 et 40 secondes de pub, hein, quelque chose comme ça. Minimum. Ouais. Voilà, quand vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien sûr. Ce qu'on ne vous force pas à faire. Et ce qui fait que nous, on a un générique de 10 secondes. Donc autant vous dire que ça démarre très vite. Et quand on dit 20h30, c'est 20h30. Voilà. Et parler. On démarre ou non? Ouais, ce que j'allais dire. Non, parce que là, c'est moi, quand je commence, c'est fini, quoi. Oui, on va démarrer, puisqu'on a pas mal de jeux à parler, à critiquer, à voir ce qu'ils ont dans le bide. Et ben écoute, je vais te les... Moi, je te représente pas, parce que maintenant, c'est bon. Oui, c'est bon. Hein, c'est bon. De quoi tu veux parler en premier? Est-ce que plutôt du Cthulhu, ou du Poulpe, ou plutôt de la bébête qui aime bien faire des gros câlins? Moi, je préfère la bébête, si ça ne te dérange pas, parce que c'est un truc que j'attendais depuis très longtemps. Alien Evolved. Une version d'Alien améliorée, Alien Evolved, Alien évolué. Elle est sortie, cette version, en novembre dernier, et elle devait normalement résoudre tous les problèmes de la première édition, qui n'étaient pas si nombreux que ça. Je sais pas si c'est ce que j'allais dire, ouais. Toi, ah oui, je suis en plein dans le premier scénar, là. Et moi, je vois pas trop les problèmes qu'il y a personnellement. Je trouve que non. Voilà, je trouvais que c'était assez bien. Et en fait, moi, ça m'a fait un petit peu bizarre qu'ils nous sortent une version évoluée aussi vite, puisque le jeu d'origine est sorti en 79. Ils ont sorti une petite gamme. Il y a eu 3 scénarios, 2 énormes suppléments sublimes, parfaits. Ouais. Un sur les Colonial Marines, un autre sur la fabrication de monde. Mais que 3 scénarios en 6 ans, et tout d'un coup, on a une nouvelle version. Bon, ouais. On va dire que il devait y avoir des raisons. Et j'espère que c'est pas seulement des raisons commerciales, même si en ce moment, je me demande si le monde du jeu de rôle n'accorde pas trop d'importance à l'aspect économique parfois. Quoi qu'il en soit, donc cette version est sortie et elle nous change à un niveau incroyable. Alors là, je vous la montre pour l'instant. Ah bah oui, attends. Version Evolved. Voilà. Regarde, mieux comme ça. C'est beau, hein? Oui. Oh là là. Et quelle est la différence? Eh bien, la première édition, elle se présentait comme ça. Quand vous ouvriez les pages, vous aviez ça. Fond noir, l'ambiance était au top, c'était très bien. Problème, c'est que vous ne pouviez pas vraiment faire des photocopies, vous ne pouviez pas vraiment faire des aides de jeu pour vos joueurs avant les parties. Sinon, vous alliez vider votre réserve d'encre de votre imprimante. Et ça, c'est la nouvelle version. La nouvelle version a été conçue par un graphiste, c'est Johan Nord, un gars qui a travaillé sur le design d'un jeu qui s'appelle Mörkborg, qui a parlé de lui. Ah oui. On ne va pas dire que les graphismes entre les deux jeux sont similaires, pas du tout, mais simplement on peut reconnaître que Nord est un gars extrêmement doué. Il a réussi à faire une maquette qui est superbe, avec des illustrations splendides. Et là, on peut faire des copies, on peut reproduire. Enfin, si on fait des photos avec son appareil, avec son téléphone, et qu'ensuite on transfère ça à l'imprimante, ou alors à la limite qu'on achète le PDF. Parce que là, le gros dommage, c'est qu'on n'ait pas le PDF avec les bouquins qu'on achète dans la gamme
la gamme Alien, comme ça se passe par exemple avec la gamme Cthulhu chez Edge, où il y a les PDF à chaque fois. Ouais. Là, je le regrette, il faut que les éditeurs arrêtent. Je sais, vous avez peur que vos jeux soient dilapidés sur le marché public, mais on a besoin, nous, les joueurs, et surtout les maîtres de jeu, on a besoin d'éléments et de documents qu'on peut reproduire pour les communiquer aux joueurs. Et ça participe aussi au succès des jeux. Bon. Ouais, surtout maintenant, hein, c'est clair. Hein. On va dire qu'effectivement, Alien a déjà évolué à ce niveau-là. Au niveau de la création des personnages, on a aussi quelque chose qui s'est amélioré, puisque maintenant, on a un système de parcours de vie, c'est-à-dire qu'on essaie d'imaginer ce qu'a vécu le personnage avant de se retrouver dans sa carrière aventureuse. Ok. À quoi ça m'a fait penser tout de suite, même si c'est beaucoup plus simple là, à Traveller. Traveller, l'ancêtre des jeux de science-fiction, dont tu sais, Fred, que je suis extrêmement friand. Un jeu Non, 77, voyons. autant dire que ça date d'il y a longtemps. Mais là, on retrouve encore un élément gentiment pompé. Non, c'est pas un plagiat, c'est une inspiration, c'est bien fait. Je trouve que l'idée est bonne. Tous les éléments qui permettent de faciliter et d'encourager le roleplay sont les bienvenus. Loin de moi l'envie de, de critiquer. Ouais, et c'est pour tous les profils de personnages qu'ils ont mis ça, oui, justement. Voilà, et tu as la possibilité donc de savoir à peu près ce que tu as vécu. Ça te donne des indications qui te permettent de développer ton personnage. C'est paradoxal parce que faut pas oublier que même si Alien c'est un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle qui était proposé surtout pour des scénarios qu'ils appelaient cinématographiques. Dans l'idée, on joue un scénario un soir comme si on allait voir un film au cinéma. On a des personnages pré-tirés, on a un scénario qui est calibré, qui doit être normalement fait en une soirée. Il fallait souvent plus qu'une soirée d'ailleurs, parce qu'ils étaient très riches, mais bon, bref, on avait ça. Maintenant, on sent qu'avec cette nouvelle édition, ils veulent pousser le côté campagne. C'est-à-dire que tu as ton personnage et tu vas le faire vivre des aventures. Ouais, il était temps, mais c'est dans un univers où il y a des xénomorphes. Alors moi, je les trouve un petit peu comiques parce que les xénomorphes, si tu leur survis trop longtemps, ils n'ont plus aucun intérêt. L'intérêt de l'univers d'Alien, c'est que tu es sur le tranchant du rasoir en permanence et que tu risques ta vie tout le temps. Le côté campagne, j'y crois moyen. D'un autre côté, si je peux me permettre, comme dans ces règles-là, ils ont trafiqué un petit peu, ils ont amélioré leurs règles de combat spatial. Je suis en train de me demander s'ils ne préparent pas une mutation franche et directe vers un jeu de science-fiction space opéra plus ouvert. En tout cas, c'est déjà ce que nous propose la version évoluée d'Alien aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? La grande évolution, qui est un plantage total pour moi, mais qui est un truc terrible, c'est comment résoudre le problème de la panique. Si tu te souviens, avec la première édition, Fred, quand les personnages étaient confrontés à un événement difficile, ils devaient à un certain moment faire un jet de panique. Et le problème dans les règles, c'est que les règles, elles indiquaient que quand un personnage fait un jet de panique et qu'il y a d'autres personnages qui voient faire un jet de panique, il faut qu'ils fassent des jets de panique. Et il se produisait alors une cascade terrible et tous nos joueurs se retrouvaient à paniquer de plus en plus. Ce qui n'était ni une bonne simulation de la situation, ni vraiment très pratique, parce que quand on paniquait, on gagnait des dés de stress, qui étaient bien pratiques, je ne vais pas expliquer tout le système, mais on se retrouvait après avec des palanquets de dés qui étaient complètement ridicules, il faut bien le reconnaître, qui provoquaient d'autres jets de panique. Ah, c'était pas mal, oui. Je ne sais pas comment tu faisais, toi, pour t'en sortir avec ça. Mais écoute, moi je suis donc dans la première boîte, hein, le premier gros scénar qui reprend le Nostromo, hein, le premier Alien. Hein. Ouais, c'est plus ou moins la grande trame. J'avoue que pour l'instant, j'ai qu'un personnage d'une personne que tu connais qui vit avec moi. D'accord, donc je vois voilà. Et comment te dire qu'elle a pris beaucoup de dés de panique d'un coup. Je crois qu'elle a maintenant plus de la moitié des dés qui sont des dés de panique, des dés de stress sur son pool. Elle en est à 7 ou 8. Donc c'est sûr que ça devient compliqué. Voilà. Écoute, moi, en tout cas, ce que je faisais et ce que faisaient tous les gens que je connaissais qui jouaient à Alien jusqu'à présent, je me démerdais. C'est-à-dire que je ne demandais pas des jets de panique à tout bout de champ, des jets de stress à tout bout de champ. Non, c'est pas parce qu'il y a un bruit violent qu'on va faire un jet. D'accord. On s'habitue, donc j'arrondissais les angles. Et c'est un petit peu la vieille règle, tu sais, qui remonte à l'époque de Advanced Dungeons and Dragons, la deuxième version de Donjons et Dragons qu'avait sorti Gary Gygax à la fin des années 70, qui avait 15 000 règles. Et personne ne les utilisait toutes. Et en fait, il n'y avait pas deux groupes qui jouaient le même jeu. Tout le monde arrondissait les angles. Eh bien, Alien, première édition, première version, c'est un peu ça. Alors là, ils nous ont trouvé une super solution. Maintenant, il y a deux types de stress et de panique, donc ils ne sont pas traités de la même façon. Et puis, il y a deux tables sur lesquelles on fait des jeux.
Pour simplifier, ils ont rendu les choses plus compliquées. Et en fait, ils n'empêchent pas le fait qu'on va se retrouver avec une multiplication de jets de dés. Bah oui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils se foutent de la gueule du monde, pardon. Je me suis dit, mais il y a un truc qui n'est pas normal. S'il y avait eu un playtest, s'il y avait eu des joueurs qui avaient testé ça, ils auraient dit tout de suite, mais attendez, ça marche pas. Et ils l'ont sorti comme ça. Alors, il paraît qu'il y a certains joueurs qui apprécient cette nouvelle règle. Moi, personnellement, je trouve que c'est un coup d'épée dans l'eau et je crois que je vais rester encore accroché à la règle de la première version avec l'huile de coude que je mets dedans, c'est-à-dire ne pas demander aussi régulièrement que l'exigeraient normalement les règles des jets de stress. Et on s'en sortira comme ça. La grosse question, c'est que entre cette version-là, au niveau des règles, et celle d'avant, il y a quand même de la compatibilité ou vraiment c'est carrément autre chose? Non, c'est totalement compatible. Ça, ils ont été très malins et tant mieux parce que bon, on n'avait pas envie de racheter des suppléments. Donc ça aurait été nul. Non, c'est totalement compatible et ça, c'est vraiment superbe. Mais il y a des petits plus et des petits plus qui sont plutôt sympas. Une bonne idée, un truc qui manquait dans la première édition, c'était une statistique pour le sang-froid. Parce qu'en fait, tous les individus ne réagissent pas de la même façon face au danger. Et là, le sang-froid intervient dans la façon dont on gère le stress. C'est une statistique qui va se surajouter, qui va permettre de savoir si tu as un gars qui a des nerfs d'acier ou si tu es une poule mouillée de nature. Les deux sont amusants à jouer, mais pas de la même façon. Et donc ça, c'est un point que je trouve très, très bien. Ça donne un petit peu plus de piquant aux parties et ça permet de faire du roleplay, de dire non, j'ai pas peur, c'est mon personnage qui a peur. Et ça, c'est une chose qui est intéressante. Voilà. Alors, ils ont, disent-ils, fait des combats plus tactiques. Alors, il y a un truc de fou chez eux, c'est que tactique, ça veut dire figurine. Ouais. Je ne sais pas si tu le sais, mais en même temps qu'ils ont sorti cette nouvelle édition, ils ont sorti 2 boîtes de figurines à prix d'or, prix Citadel, si vous voyez le genre de truc. Ouais. Comment ça fait sur leur gamme, hein, Coriolis, c'était pareil aussi, hein, figurines. Voilà, et c'est très cher. Et en fait, ils veulent maintenant qu'on règle les combats avec des plans à l'échelle de figurines 25-28 mm. Et c'est pas une mauvaise idée, et en même temps, c'est pas indispensable. Surtout dans les jeux d'ambiance. Moi, je suis un partisan du Theater of the Mind, le théâtre de l'esprit, jouer avec les descriptions. Ça demande aux meneurs de partie, aux maîtres de jeu, un petit peu plus de rigueur, de faire attention et de mémoriser la position des personnages, mais ça nous permet de rester dans un univers narratif tout en simulant un combat. Et je crois qu'on y gagne. Mais là, eux ont préféré ramener la dimension figurine. Ça va plaire à certains, moi je reste un petit peu dubitatif. Et surtout qu'on nous présente comme une idée géniale le fait que désormais il va falloir compter les munitions. Je ne sais pas si tu le sais, mais quand on joue à Alien, les munitions, ça part à toute vitesse, hein, parce qu'on en a besoin et un peu. Ça va à toute vitesse. Alors maintenant, il va falloir les compter. Avant, on savait qu'on était à sec quand on obtenait des jets de dés catastrophiques. Avec des paniques, tout à fait. Ouais, avec des paniques. Et c'était simple, ça marchait bien et ça ne coupait pas la partie. Maintenant, il va falloir compter. Donc, ce petit travail de comptabilité, je trouve ça plutôt moyen. Enfin, aussi, ils ont développé un mode furtif. C'est-à-dire que tu sais que tu as un danger, tu vas essayer de contourner le danger. Ça rappelle un peu les jeux vidéo. Il y avait un jeu vidéo sur Alien il y a quelques années, je ne sais plus comment il s'appelait, qui utilisait ça, où tu te retrouvais à essayer de ne pas te faire repérer de la grosse... Alien Isolation. Voilà, Isolation. Et donc, là, tu vas pouvoir le faire dans le cadre du jeu de rôle. C'est pas mal. Ce que je dirais, c'est d'autant plus pas mal que tu n'es pas obligé de le faire. Si c'est pas quelque chose qui te tente personnellement, c'est optionnel, tu peux jouer. Ça permet justement de jouer dans l'ambiance Alien Isolation, quoi. Voilà, exactement. Et donc, ils ont révisé aussi le système de combat spatial pour que ce soit un peu plus cinématique. C'est surprenant, cette idée de combat spatial, parce qu'on n'est pas dans Star Wars, hein, et on n'imagine pas tout à fait ce genre de choses. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'à mon avis, ils sont en train de s'ouvrir tout doucement vers un jeu plus space opéra, ce qui, à mon avis, serait une bonne idée. Mais il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Ouais, c'est ce qu'on avait d'ailleurs dans la deuxième boîte. Dans le Destructeur de Monde, tu sens qu'au niveau de la géopolitique, et puis dans le Colonial Marines, il t'en parle aussi, que les blocs étaient en guerre froide, et là, ça y est, ça commence à partir en live un peu partout, quoi. Alors, justement, tu m'en parles, regarde ce que j'avais sous le coude. Tu vois, tiens donc. Voilà. Oui, la campagne où on survit tous, bien sûr.
Non. Moi, Spoiler alerte, non. mes joueurs sont morts 2 minutes avant la fin de la partie. Ah oui, quand même. Vraiment, Ok. ils ont tenu quand même assez longtemps. Mais pour moi, c'est un des meilleurs scénarios, tout jeu confondu, toutes règles confondues pour jeu de rôle de l'histoire du jeu de rôle. Je trouve que c'est un scénario formidable qui est mal présenté. Je pourrais en parler pendant un quart d'heure, mais c'est pas l'occasion du jour. Mais c'est un scénario que tout le monde devrait tester un jour parce qu'il a la possibilité, il libère l'imaginaire du maître de jeu et Mother dans Alien et il permet aux joueurs de voir des trucs totalement différents et super durs. Hein. Donc c'est vraiment. J'allais dire déjà, si tu as des joueurs qui survivent rien qu'à la fin de l'acte 1, c'est déjà beau. Voilà. Alors, il y a un truc, oui, c'est vrai. Alors, il y a un truc, pourquoi j'avais pris ce scénario? Eh bien, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle avec cette nouvelle édition d'Alien. C'est que Andrew, ici Gasca, qui était le responsable de l'univers et le principal scénariste d'Alien, semble avoir pris des distances avec Free Alligan. Aux dernières nouvelles, il travaillerait sur un jeu qui est déjà sorti, consacré à l'univers de Terminator, genre de truc qui ne m'intéresse pas vraiment. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ce gars écrivait très bien. Il s'est arrêté carrément, tu as eu des Terminator, nouvelles? Oui, parce que je les ai. Oui. Moi, j'aime plutôt pas mal, c'est chez Nightfall Games. Mais ils avaient la licence pour le premier Terminator et les comics. Ouais. Comme ça a plutôt pas mal marché, ils ont réussi à avoir la licence pour le deuxième film, donc tu avais un supplément avec la résistance et tout. Et après, ils n'ont plus eu la licence. Terminé. Parce que ça coûte un peu des sous-sous quoi, pour faire Terminator. Oui, je m'en doute bien. Mais c'était plutôt pas mal. Ouais, mais ça peut l'être. Et en tout cas, Gasca était quelqu'un que j'estimais beaucoup parce que c'est un gars qui, à la base, est romancier. Il est rôliste, mais il est romancier. Je lui reprochais de mal organiser ses scénarios. Je trouve que c'est un foutoir, les scénarios comme il les présentait, parce qu'on avait présentation du cadre, présentation des lieux. Des lieux, présentation de l'action, et puis les caractéristiques des protagonistes étaient dans tous les coins. Beaucoup de difficultés à utiliser ça en cours de partie pour le maître de jeu. Je me suis parfois demandé s'il avait vraiment déjà maîtrisé une partie, le père Gasca. Mais ses scénarios étaient nickel. Il en a sorti 3 qui sont impeccables. Et les 2 suppléments sur les Colonial Marines et Building Better Worlds sont absolument superbes. Sur les colonies, il est top. Ouais. Mais même si c'est largement influencé aussi par Traveller, on revient toujours parce que c'est le grand-père des jeux de rôle de SF. Ça, c'est une version modernisée et bien faite et adaptée à l'univers des Xénomorphes. C'est vraiment splendide. Rien que pour le plaisir, si on est un fan de SF, on peut s'acheter ce genre de supplément et s'amuser à lire pour voir un petit peu l'inventivité de ce mec Gasca. Et apparemment, il semble travailler moins avec Free Alligan. Il est moins présent dans cette édition, notamment au niveau des scénarios, et c'est bien dommage. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait dire encore là-dessus? Alors, il y a un mode solo. Je ne sais pas si c'est quoi cette mode du mode solo pour les jeux de rôle? Ça existe même pour les partout. Pour les jeux de société, c'est venu. Alors, je pense pour les jeux de société, je comprends. Ouais, alors en fait, pour les jeux de rôle. Pour ce que j'en pense, hein, puis ça vaut ce que ça vaut, hein, tu le sais, hein, ma petite opinion, quoi. Je pense que la pratique du jeu vidéo a influé derrière sur le jeu de société. Ouais. Donc, maintenant, si t'as pas un mode solo, limite ton jeu, c'est nul. Et c'est arrivé dans le jeu de rôle. Alors le jeu de rôle, le jeu solo, ça existait déjà un peu avant. C'était surtout des journaling, donc des jeux où tu écris. C'est quelque part, c'était un peu le prolongement de ce que tu fais quand tu développais sur 60 pages ton historique de personnage. Genre, il y en a qui sont devenus romanciers comme ça. Hein. Donc, je pense que ça vient de là. Donc, tu as toute une branche du jeu de rôle solo qui vient de ça, du mode journal. Et puis après, tu en as d'autres qui essayent d'autres types de propositions ludiques, etc. Quoi. Et puis surtout, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est compliqué aussi d'avoir réunir des gens et tout. Donc, tu peux quand même t'amuser un peu. Quoi. Voilà. Oui, non, c'est vrai. Pour MJ, je suis tout à fait d'accord. Donc, j'ai pas dit bonsoir à tous ceux qui sont arrivés, j'ai mis des petits mots. Hein, on va dire bonsoir. C'est aussi un entraînement pour MJ, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ça peut aussi servir de pied à l'étrier pour voir comment on peut gérer des tensions, des choses comme ça, quoi. Ça peut. Ouais, j'imagine, mais tu vois, dans l'univers d'Alien, là, on va jouer avec des tables aléatoires. Ça casse un petit peu l'ambiance, quoi. Mais bon, je comprends qu'on s'amuse, c'est une façon de faire. Oui, allez, je suis vraiment... c'est pas de mon époque, c'est pas mon truc. Mais tant pis comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bien, le côté campagne donc, est aussi amélioré puisqu'il y a un générateur de missions.
Ah, et d'employeurs. Et ça aussi, c'est un truc qui a inspiré et dérivé de Traveller, c'est ce qu'on appelait les patrons. Et il y avait des générateurs de missions qui remontent très longtemps. Mais c'est bien qu'ils aient récupéré ça. C'est à nouveau pas un plagiat, c'est une adaptation. Et ils nous donnent une région à explorer où on peut mettre des aventures qui s'appelle le secteur Tartarus. mais ça c'est Et bien. ça, Ça ouais, manquait. absolument. Ça, c'est d'une logique totale. Ça permet vraiment aux meneurs de jeu, à Mother, de pouvoir se lancer dans des aventures en sachant à peu près où ils se trouvent. Donc, finalement, c'est pas mal. C'est pas indispensable. Si vous avez la première édition, mon avis personnel, c'est si vous êtes riche, achetez-le. Si vous êtes fou d'Alien, achetez-le. Si vous êtes comme moi, il vous faut tout, achetez-le. Mais si vous jouez simplement et que vous êtes doté d'un cerveau et d'une morale, vous n'êtes pas obligé. Honnêtement, il n'est pas indispensable. Les éléments nouveaux apportent un petit peu de confort de jeu, ouvrent un peu le jeu plus qu'il ne l'était au départ, mais ce n'est quand même pas une révolution. Alors, je voulais présenter aussi le starter set Ah oui, qui est sorti comme ça. Alors, dans le la starter boîte. set, une très jolie boîte avec des illustrations qui sont toujours. Les gars de Free Alligan font des trucs d'une beauté. Ouais, Ils faut font reconnaître attention au niveau de la qualité des matériaux pour les boîtes, pour le papier qui est utilisé pour l'impression. Ils vérifient tout. Et dans celui-là, dans le starter set, j'espère que je vais le trouver, ça va pas être facile, il y a une figurine d'Alien. Il me semblait que c'était quand Oh, même un minimum, quoi. Voilà. Personnellement, j'aurais vraiment conseillé d'acheter uniquement le starter set. Vous avez les règles de base et tout va bien. Il n'y a qu'un défaut dans les starter sets chez Free Alien, c'est qu'il n'y a pas de système de création de personnages. Donc, vous serez obligé de jouer toujours avec des les prêts PNJ, tirés. enfin Ouais. des prêts tirés sans arrêt. Et ça, Ah, c'est un peu frustrant. plus Ils petite ont question, sorti. tiens. Excuse-moi, petite Vas-y. question. Est-ce qu'ils ont inclus l'univers qui a été développé depuis que Disney a récupéré la franchise via l'achat de la Fox, quoi. Donc les Ah, comics, des c'est machins, l'univers etc. Romulus. Ouais, Il est plus ou moins sous-entendu, oui, mais il n'a pas été développé totalement dans le livret de règles. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Tu vois, d'accord. là, je me fais prendre au piège comme un fou. Je Mhm. regarde rapidement, mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait grand-chose là-dessus. Et je pense que le jeu a croisé un peu le film. Ouais, ils croisent un Il me peu semblait tout. Hein. aussi qu'il y avait une petite mention à un moment, mais bon, là, on me prend dépourvu. Mm. Puis j'ai Je ne pourrais l'impression pas qu'ils répondre ils directement. développent aussi leur timeline avec les blocs qui s'affrontent. Hein, Bien sûr, bien l'UPP, sûr. puis je sais plus quoi enfin je sais plus le nom des factions, mais Oui, oui, l'Union des planètes communistes ou je ne sais plus trop quoi. ouais, Et c'est c'est vrai ça. qu'il y avait oui, oui, et puis qu'on voyait déjà dans le scénario le Les secteurs de Destructeur des monde. mondes. Ouais. Et donc, ils ont sorti aussi un scénario qui s'appelle Rupture Protocol. Voilà, ça C'est m'intéresse ça, plus déjà, effectivement. ouais. Alors, c'est pas du Gasca, et ça se voit vite. C'est beaucoup moins Ah, épais, beaucoup moins long. Le livret d'aventure, regarde. ah d'accord. Tu vois, Ah oui, il fait quoi? Il fait 40 pages. Voilà. 40 ok. pages, c'est pas du Gasca. Il y a des plus longs. Par contre, en revanche, pardon, il y a un truc qui est là vraiment dans la lignée, c'est qu'on a une pléthore de plans Ah ouais, à échelle 25 mm pour figurines. Donc, oui. on en a tout un paquet, des plans qui sont certainement réutilisables dans d'autres circonstances, Mm. mais on sent que là, ils Ah, ont ils mettent le vraiment paquet, ouais. envie de miser sur cet aspect du jeu. Mm. Donc, pour conclure, parce que c'est pas la peine de s'éterniser, j'ai pas été totalement déçu. J'ai pas demandé d'être remboursé. J'ai pas l'impression non plus que cette version évoluée était tout à fait au point parce que la nouvelle gestion du stress et de la panique, pour moi, me reste un petit peu en travers de la gorge. Simplifier en compliquant, ça ne m'a jamais fait plaisir. Mais d'un autre côté, on reconnaîtra à Free Alligan d'avoir une politique claire au niveau de l'éditorial. Ils ont une présentation sublime. Avoir fait appel à un artiste pour la mise en page et la présentation graphique, c'est une idée absolument remarquable. J'espère que tout le monde les copiera là-dessus pour qu'on ait de plus en plus de beaux bouquins de jeux de On, rôle qui on le nous voit de plus en donnent plus. envie Hein. de jouer. On le Voilà. voit de plus en plus au niveau maquettage. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la sphère indé d'ailleurs, hein, qu'elles soient US, Absolument. anglaise ou française. Beaucoup de choses Bien qui viennent de la sûr. sphère indé au niveau de la façon de présenter un jeu, d'intégrer les illustrations dans la maquette elle-même, dans ce que tu racontes, et qui infusent maintenant sur les grosses prods. Hein. Donc franchement, ça fait plaisir. Ouais, ça Ah fait oui, vraiment plaisir. absolument. Et toi, tu vas nous parler maintenant un petit peu de l'univers de Tolkien. Et puis là aussi, il y a une belle Ouais, présentation. on sera encore sur du Free League. Donc c'est vrai que le seul service presse que vous verrez ce soir, c'est celui-ci.
hein, que Free League a eu la gentillesse de nous envoyer. Mais moi, j'avais quand même des petites questions sur Alien, parce que Ah, tu disais, bah oui, quand même. Hein. je Parce t'en que prie, je t'en prie. je l'ai pas pris parce que justement, je me disais, purée, ils se sont arrêtés un peu au milieu du gué avec la V1. Il devait y Mhm, avoir encore le bouquin justement sur les mégacorpos, Wayland, mhm. etc. Quoi, et pour justement développer le mode campagne. Parce que Building Better Worlds, c'est un supplément incroyable, où tu peux Absolument. tout à fait jouer du colon qui galère avec les mégacorpos, les blocs, etc., sans mettre de xénomorphes. Tu peux vraiment Ouais, ouais, avoir quelque chose avec beaucoup plus de, comment te dire, de cœur à l'intérieur, quoi, enfin de matière, quoi. absolument. Mm. Quand ils ont annoncé la V2, là, j'étais là. Bah, tu sentais qu'ils voulaient vendre de la figurine quelque part. C'est ça qui m'a un peu gêné, moi. C'est pour ça que j'ai pas sauté le pas. Par contre, les scénars, oui, ça, j'investirais. Donc, je sais pas, du coup, le scénar que tu as présenté, qu'est-ce Oui, qu'il vaut rupture exactement? protocole. Ouais, Moi, je dis-moi un l'avais peu. regardé rapidement. Ça se passe dans une station minière. D'accord. Comment dire? C'est bien, mais tu vois, Il y a moins de ils ont surprises, quoi. l'univers devant eux. Ils ont la Ouais. possibilité de faire voyager les gens de stations spatiales à surface terrestre, à des tas de choses, voir autre chose. Là, on est à nouveau dans un lieu qui est pratiquement clos. Oui, clos. Et Ouais. voilà. Et ça, je trouve que ça commence à devenir répétitif. C'est le grand reproche que je fais à Free Alligan, parce que Free Alligan est dirigé par un gars qui est un habile commerçant, si je peux me permettre. Leur patron est un gars très intelligent et qui sait très bien ce qu'il fait dans ses opérations. Son mode de fonctionnement commercial est vraiment Ah très oui, calibré. élaboré, Ouais. très Mm. pointu, ouais, ouais. Et je leur reproche d'avoir sorti des tas de suppléments, des tas de trucs. Nous, ce qu'on voulait, c'est un recueil de scénarios. Une campagne, un truc qui se Ouais. fasse en 10 scénarios, qui Ouais. permette de tenir 3 mois, qui permette de faire vivre le jeu. Parce que Ouais. là, moi, j'ai fait quoi? J'ai fait une dizaine de parties avec, et Tu fais les boîtes, c'est quoi. pas assez. Ouais. Pardon? Tu fais les boîtes, en fait, quoi. Oui, je fais les boîtes, Ouais. je les refais, et inventer un scénario dans cet univers-là, c'est pas si facile parce qu'on a besoin d'aide de jeu. Quand tu te présentes devant tes petits camarades joueurs avec des petits trucs griffonnés sur un morceau de papier quelconque, ça n'a pas la gueule de leur supplément à eux, parce que Ah bah, leur ça, c'est scénario en sûr. boîte, Ah ouais, c'est ouais. quand même des Il y a un peu du chefs-d'œuvre. matos. Ouais, ouais, il y a un peu du Ouais, matos. ouais. Donc voilà, on retourne. Mais j'allais dire, ça fait un peu penser aussi aux derniers jeux vidéo sortis dans la gamme Alien. Il y a eu les Alien Fireteams et puis surtout les Dark Descent, je crois, c'est ça? Où tu joues les Ouais. escouades de Marines et Oui, c'est ça, ouais. voilà. Ouais, Voilà. Donc c'est aussi pour ça peut-être le côté tactique, parce que quand tu joues du Marines, tu peux comprendre que tu joues un peu plus tactique. Bon, ceci dit, quand tu paniques, le tactique, comment te dire qu'on s'en fout complètement. Hein, quand tu mais as 8 dés de stress, bon, hein, voilà. Mais tu vois, regarde, le problème, c'est qu'ils ont sorti Rupture Protocol en novembre dernier. Ils annoncent pas pour l'instant de nouveaux scénarios. On aurait besoin pratiquement tous les 6 mois. Je sais pas si tu imagines. Moi, je me projette un Ouais. peu dans le passé. À l'époque, on a sorti l'appel de Cthulhu en France. Dans l'année qui a suivi la sortie du jeu, il y a près de 10 scénarios qui sont sortis. Ouais. C'était la production de Chaosium qui suivait derrière. Et ça, c'est indispensable. Tu vas pas laisser des joueurs là en train de regarder une boîte en disant oh, ce jeu-là, je l'aime beaucoup, mais j'ai rien à jouer. Ben, regarde l'anneau unique, ça devient compliqué. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Tu regardes les autres gammes qu'ils ont, Blade Runner. Moi, c'est le même problème. Le même problème. Parce que c'est toujours pas à force de multiplier les gammes, faire du suivi derrière. Alors ils en font, hein, mais c'est pas un Oui, rythme oui, non oui, plus oui. d'enfer, quoi. Et comme tu dis, Mm, hein, il manque du scénar, hein, vraiment, enfin du mm. truc un peu plus, un petit peu plus consistant. Absolument, Donc ouais, voilà. ouais. Donc en tout cas, le Rapture Protocol est plutôt sympa quand même, quoi. Voilà. Oui, oui, il est Voilà. sympa, mais je te dis, il est joliment Pas, fait. pas de Moi, je surprise, ne l'ai pas quoi. encore fait jouer. Je te dirai Mm. quand j'aurai assassiné mes D'accord. joueurs, s'ils ont aimé ça. D'accord? En même temps, c'est Alien, hein, j'allais dire. C'est Ah bon. oui, on est là pour ça, hein, Ah bah, pour en surtout, baver. surtout quand il y a un traître avec les petites cartes, c'est encore mieux. Oh. Et Bonjour, je surtout suis quand agent de la le Wayland. traître, Je vous aime. quand le traître aime bien être le traître, c'est l'horreur. Je vois pas de quoi tu parles, franchement. Allez, à toi, parle-nous un petit peu de ton anneau Oui, unique. bah écoute, l'anneau unique. Ah, tu veux que je monte mon alliance, c'est ça? Oh. Oui, elle était facile et pas terrible. On fait ce qu'on peut après le boulot. L'anneau unique, oui, 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 oui. The One Ring. Là, vous voyez, c'est la version de Lord of the Rings, role-playing, machin truc, toujours chez Free League, hein, en 5e édition. Et pourquoi? Parce que la version One Ring, c'est plutôt Antoine qui s'en occupe. Tout simplement. En VO et puis en VR, on fait ça tous les deux. Donc, bah, du coup, j'avais gentiment demandé s'ils pouvaient nous envoyer la version 5e. On est bien d'accord que entre
l'anneau unique et Lord of the Rings, les seules choses qui changent, ce sont les stat blocks et forcément un petit peu les règles quand même. Oui, Mais oui. vous allez voir que quand même, ça se ressemble énormément. Les textes, sinon, c'est strictement les mêmes. Donc, je vais vous présenter donc le nouveau starter set qui s'appelle Over Hill and Under Hill. Donc, sur la colline et en dessous de la colline. Et vous voyez qu'il y a un petit groupe d'aventuriers qui est en train d'essayer de trucider de l'orque, ou peut-être le contraire, on ne sait pas trop. Et vous voyez bien sûr la présence, chère à Antoine, de l'archer gobelin. La terreur des joueurs, l'archer gobelin. Capable à lui seul de décimer la moitié d'une équipe. En règle V, en tout cas. C'était horrible. Et bonsoir, Mathieu. Non, mais c'est vrai. Toi et moi, nous sachons, quoi. Bah oui. Oui, tu sais, moi, j'ai connu exactement l'inverse avec la V1. C'est un joueur qui ne pouvait pas réussir un truc et qui a fait un jet invraisemblable, qui a foutu toute une aventure. Tu sais, il y avait un cadenas qui empêchait d'avancer. Un cadenas qui était indestructible. Il a réussi à le détruire. Bon, on a mangé le dessert plus vite, hein, mais bon, continue. Ouais. Donc, nouveau starter set. Alors, quelle est son histoire? Quelle est son origine? D'où vient-il? C'est très simple. Vous vous souvenez qu'on avait déjà chroniqué le premier starter set, à savoir, oui, j'ai dit bonsoir Mathieu, oui, et puis bonsoir tout le monde. Le premier starter set qui était sur le comté. Alors, j'utilise les nouveaux termes, hein. C'est plus la comté, c'est le comté, ce qui est un petit peu plus logique, quelque part. Et on jouait donc des hobbits, qui sont plus ou moins les parents des héros de la guerre de l'anneau. Et c'était des aventures plus bucoliques, beaucoup plus légères. En même temps, c'était le comté, donc forcément, c'est un peu plus... voilà, c'est herbe à pipe inside, quoi. Donc, on est un peu plus coolos. Je veux dire, le grand méchant, c'est un toutou, quoi. Bon, ok, il est pas très cool, mais quand même. Donc, j'aimais beaucoup... Alors, la première fois que je l'avais lu, je me souviens, ce premier starter set, c'était en mode, vous nous filez les Ariador et vous nous filez des hobbits en mode, je fume de la pipe et je bois du vin, c'est quoi ce bordel? Je crois qu'on avait eu tous la même réaction à l'époque, hein. On va pas se mentir, hein. Mais c'était agréable. Mais c'était effectivement, après coup, tu te dis, ouais, parce que l'Ariador, dans le genre plus déprimant qu'un quai de gare un dimanche avec du retard de 6 heures, si tu veux, genre Meuse TGV, pour pas le citer, par exemple. J'aime beaucoup Meuse TGV, mais... Comparer Meuse TGV avec l'Eriador, très bien. Je contacte la SNCF, je pense que tu vas être engagé pour la promo. Ah, mais écoute, moi, faire de la promo, c'est ma grande passion. Donc, ouais, non, l'Eriador, c'est hyper déprimant. C'est vide, il y a des ruines, il y a des galgals, il y a des spectres, il y a des gobelins, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux dans la vie, quoi. Bref, donc, c'est pas la super région. Et c'est vrai que finalement, cette petite boîte pour entrer en douceur dans cette V2, c'était vraiment très intéressant. Mais ceci dit, comme cette boîte a été épuisée, plutôt que de rééditer la boîte chez Free League, ils se sont dit, il y a des demandes quand même de joueurs qui demandaient autre chose pour une boîte d'introduction au monde de l'anneau unique, surtout en Ariador. Meuse TGV, c'est fait à moi, parce que je vois la remarque de Mathieu, Meuse TGV, c'est très sympa si tu aimes les champs, les pâtures, c'est super cool. Moi, j'aime bien, personnellement. Bref, je reviens à l'anneau unique, parce que ça me fait penser à Haut Comté, c'est pour ça. Je veux dire, la Comté et Meuse TGV, non, je vois pas le rapport, mais c'est bien. Mais tu es culot de faire ce rapport. Mais oui, écoute, on est comme ça. C'est indécent, tu connais maintenant. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, il y avait des demandes pour avoir une autre proposition, pour rentrer vraiment de plein pied dans ce que tu peux faire en Eriador. Et je pense que c'est ce qui manquait quand même avec ce starter set, qui était effectivement, je veux dire, très agréable, vraiment, puis bien foutu, en termes de montée, etc. Enfin, c'était marrant de jouer des hobbits en mode tranquille, quoi. Mais là, il y avait donc cette demande-là. Donc, plutôt que de rééditer ça, ils ressortent la campagne, la mini-campagne, plus le petit guide du comté, dans un bouquin qui s'appelle Hobbit Tales. Alors, je doute fortement qu'il soit retraduit en français, il faudra redemander à Edge, peut-être qu'ils le feront, je n'en sais rien. Donc ça s'appelle Hobbit Tales, et ils ont ressorti donc une nouvelle boîte, donc, qui s'appelle, donc, comme je vous le disais, Over Hill and Under Hill. Et la grande différence entre la gamme 5e édition et la gamme anneau unique, c'est la couverture. Là, vous êtes vraiment dans le ton de tout ce qu'on peut retrouver en termes d'ambiance Donge 5e édition. Il manque plus que le violet, puis on y est, quoi. Voilà. Et je vais vous montrer la couverture pour le même bouquin, mais en One Ring. C'est quand même un peu autre chose en termes d'ambiance. Hein, donc là, on est bien dans Eriador, il n'y a pas de problème. Il y a des ruines. Beaucoup. Partout. Un peu à chaque croisement, en fait. Et éventuellement des corbeaux pour vous mettre dans l'ambiance, parce que les corbeaux, c'est quand même top quand ils sont envoyés par Saruman pour lui raconter ce que vous foutez. Bon, c'est un petit peu loin quand même. Peut-être Langmar ou Carnoum, on ne sait pas. À voir. Bref, vous voyez que c'est un petit peu une autre ambiance. Donc, 2 salles, 2 ambiances, mais
le même scénario. Voilà, déjà, c'est pour la partie historique, si tu veux, de la naissance de ce supplément. Hobbit Tales, non, pas T-A-I-L-S. Oh là là, baptême, s'il vous Allez, plaît. oui, c'est possible. Oh là là, mais c'est plus possible, là. Ouais, je te le dis. Donc, le contenu de la boîte, quand même vous montrer. Genre, ça commence avec un paplard qui vous dit « Oh là là, vous allez trouver tout ça. » Getting started, voilà. Donc, qui sera le maître de jeu? Vous devrez lire les règles et l'aventure. Chaque joueur prendra une fiche de pré-tirée et c'est parti. Et puis, accessoirement, vous pouvez acheter tout ça. Merci, bisous. Voilà, ça, c'est la petite promo. On a ensuite un bouquin qui s'appelle Rules, donc les règles, avec notre ami Gandalf. Quand même, hein, toujours là, lui. Ouais, ça va, c'est le gars plutôt sympa. Donc, un résumé des règles, hein, toujours pareil, petit livret. Nous avons la mini-campagne. Et comme alors, c'est encore plus léger que ce que tu vas montrer pour Alien. Hein. Ah là, par contre, on fait dans le light. Hein. Vraiment. Nous avions ensuite, hop là, je vais essayer de pas tout défoncer sur le bureau, ce serait pas mal. Nous avons ensuite les différents pré-tirés. Alors là, c'est un peu la foire à la saucisse, on va pas se mentir. Parce qu'il y en a certains, je me demande un peu ce qu'ils foutent là, mais pourquoi pas, hein, après tout. C'est le principe d'avoir plusieurs cultures à jouer. Donc, le capitaine de la petite bande que vous allez former s'appelle Guéra. C'est la fille de Gothard, qui est le sénéchal de Bard. Donc, c'est une bardide qui veut se faire ses propres aventures, sa propre réputation, mais en Eriador. Je pense qu'elle a rien compris, la pauvre fille. Je pense qu'elle est là. C'est son choix, mince. Oui, c'est son choix, c'est sa vie, oui, je comprends. Mais... Il y a Farbad au sud de l'Eriador, il y a des opportunités là-bas aussi. Ah oui, bien sûr. Ouais, une petite ville sympathique aussi. Ça va la changer de Dale, hein, ça c'est sûr. Comment ça, les règles? Non, c'est Rules. Ensuite, nous avons un nain. Bon, ça par contre, c'était essentiel. Je veux dire. Une partie de la unique sans un nain, comment dire, c'est pas une partie de la unique, c'est n'importe quoi. Donc, il y a quand même Régine Stonefist, donc point de pierre. Son papa a disparu près de la porte des Gobelins, Goblin Gate. Donc on vous dire qu'il est un peu vénère. Et quand un nain est vénère et qu'il veut la vengeance, autant vous dire que ça promet d'être sympa. Voilà. Nous avons ensuite, regardez-moi ça, une elfe, Fimretil, qui adorait lire les bouquins dans les galeries des hauts rois au Lindon, qui se faisait un peu chier, hein, on va le dire clairement, hein, parce qu'au bout d'un moment, au bout de 600 ans à lire des papyrus, je pense qu'on a quand même un petit peu trouvé le temps long, même pour un elfe. Elle a senti la petite brise marine qui disait peut-être qu'à Valinor, ça peut être sympa aussi. Elle s'est dit je vais peut-être quand même regarder ce qui se passe dans les terres du milieu. Et finalement, c'est pas mal finalement, hein, la nuit à la belle étoile et le vent dans les sols. Voilà, donc Fimretil, on la kiffe. Nous avons bien sûr un hobbit, Menta, qui est un Touk du Nord, donc voilà, qui est là pour pareil. Elle aime bien les rangers et elle veut aussi être de ce grain-là, quoi. Et bien sûr, on joue en Eriador, j'allais dire, vous avez quand même un ranger, genre un Dunedain, quoi. Le pauvre, hein. Il y en a qu'un. Hein. J'avoue que quand même, le Bardi dans le capitaine avec un autre ranger en sous-fifre, tu sais, quand on aime le légendarium comme moi, par exemple, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais bon, en même temps, ça fait plaisir aux joueurs. Exactement. Fred. C'est ça. Non, mais c'est tout à fait ça. Je suis là, tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'en rigole. Hein. Donc, Dwinir, Eagle Nose. Alors, peut-être qu'il a un nez un peu, voilà. Bon, ceci dit, il a une grosse épée, donc il ne vaut pas trop se foutre de son nez, à mon avis. Parce qu'il a une lance aussi. Donc, bref, le monsieur, voilà, il faut pas trop y aller non plus, quoi. Ce qui est intéressant, je vous montre vite fait le dos, parce qu'on est sur la 5e édition. Donc, elles sont bien remplies. Vous avez donc tous les attributs, donc force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme, youpi, avec leurs petits modificateurs, et vous avez tout ce qu'il faut avec toutes les compétences qui sont activées, qui vous donnent des bonus dans les jets de dés, etc. Et vous avez les traits et les vertus. Tout est là, niveau 1, niveau 2. Puisqu'on démarre niveau 1, donc si vous avez niveau 2, vous aurez Fighting Steel et Foresight of the Kindred. Sachant que le Ranger au premier niveau, c'est Shadowlord. Donc les orques, c'est leur grande passion. Dès qu'ils en voient un, ça fait plus de dégâts. Ils sont comme ça, les Rangers. Je sais pas pourquoi ils aiment pas trop les orques. Bizarrement. C'est étrange quand même. Et vous avez donc, tu vois, comme je te disais, en 5e édition, tu as les scores d'ombre. Avec les voix, les scores d'ombre et les cicatrices aussi.
Tout y est, quoi. Enfin, bon, t'as Ah ouais, l'encombrement ouais, quand même. ouais. Il faut quand même faire Mhm. attention pour les règles de voyage qui sont intégrées dedans. T'as les hit points, hein, bien évidemment, bah, ça, repos long, repos Mhm. court. Mais attention, les repos longs, repos courts, c'est pas ceux de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que le repos court, tu récupères vraiment pas tout, quoi. Il faut vraiment un gros repos long quand tu es dans un havre, pas à la Belle Étoile. Là, c'est vraiment, même si tu fais une nuit complète, c'est du repos court. Donc, Mhm. il y a moyen que quand tu arrives au bout de ton voyage, tu sois juste sur les rotules. Oui, Et, et et que c'est tu un vas. petit peu comme ça que fonctionne l'anneau Ouais, unique dans, exactement. dans Et son ils ont fait la même incarnation chose. d'origine, hein. Ouais, Mhm. ouais, et ils ont repris tous les marqueurs pour les adapter à la sauce 5e. C'est pour ça que je la trouve franchement excellente, quoi. Pour une 5e édition, c'est pas juste comme on en discutait tout à l'heure en off, c'est pas un plaquage bête et méchant. Il y a vraiment eu un effort d'adaptation et de compréhension de comment on peut se servir des règles de la 5e pour s'adapter à l'univers de Tolkien. C'est Parce vraiment que très intéressant. C'est un bel exercice de style. comme je te le disais tout à l'heure, Fred, c'est au départ quand j'avais envie de jouer dans l'univers de Tolkien, et GRTM est un jeu qui m'a jamais satisfait. Ah, La première édition de l'anneau ok. unique pour Donjons et Dragons. Et c'est un copain qui m'en a dissuadé en me disant non, 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 c'est trop proche de Donjons et Dragons. Or, l'univers de Donjons et Dragons, et c'est vrai, avec sa magie pléthorique, avec Ah, est-ce que c'est moi qui frise Sophie ou c'est Tolkien Jean? et l'univers Ouais, de la Terre du Milieu. Et donc, ouais. c'est pour ça que je me suis mis sur l'anneau unique et qu'on a fait une petite campagne là-dessus qui nous a laissé de très très bons souvenirs. Et je me posais des questions sur ce starter set pour savoir si cette nouvelle adaptation allait enfin essayer de se rapprocher de l'esprit de l'auteur à l'origine et de Voilà. redonner Et j'y l'ambiance viens. typique. Parce que ce n'est pas un jeu de combat, c'est pas un jeu de magie, c'est un Mm. jeu où on voyage, on découvre, on doit se comprendre soi-même et comprendre l'univers. Je dirais que c'est un jeu philosophique. Et franchement, Donjons et Dragons, à la base, niveau philosophie, il y a encore des manques, hein. C'est pas ça. Oui, c'est vrai que t'as eu des frises à un moment donné, hein, je voyais les commentaires. Donc il y avait ça. Et la grande nouveauté chez Free League, incroyable mais vrai, ils font des aides de jeu, on se croirait presque dans le Toulouse. Bon, faut pas déconner, il n'y en a qu'une. Donc vous avez la lettre du patron qui vous envoie à l'aventure, alias Gilraed, alias je suis la maman d'Aragorn et je t'emmerde. Voilà. Donc, ça se pose là quand même, hein. Vocabulaire. Bon. Ouais, non, mais elle est comme ça, hein. C'est-à-dire que on lui fait pas non plus, hein. C'est-à-dire, c'est un peu la daronne, hein, si tu veux, chez les Rangers, depuis que son mari s'est fait avoir par. C'est quoi? C'est des trolls ou des orques? Je ne sais plus. Bref. Il est mort assez jeune, son mari. Ouais, c'est Arathorn, hein, je crois, c'est ça, oui. Un truc dans le genre, ouais, Et ouais. donc, bah, elle s'est retrouvée toute seule à s'occuper du lardon, là. Donc, bon, elle a trouvé quand même de quoi faire. Elle l'a vite refilé à Rivendell. C'est quand même plutôt pas mal. Mais ceci dit, voilà, c'est un peu la daronne des Dunedain du coin. Donc, bah, quand il y a un truc qui va pas, c'est plutôt elle qui t'envoie en mission. Ce que je trouve, alors, je fais avec des mots crus, je fais exprès, hein, tu me connais. Mais ceci dit, je trouve que c'est. Parce qu'on est quand même. Oui, j'ai pas précisé. Nous sommes en 2965. On a gagné 24 ans par rapport à la V1, qui était donc Mhm. 5 ans après la bataille de Smaug. Donc, plus on avance dans le temps, plus l'ombre progresse, puisqu'on se rapproche de la guerre de l'anneau, hein. Donc, forcément, les thématiques sont beaucoup plus dures aussi. Donc, c'est vrai que d'avoir mis Gilraen en patron pour t'inciter à parcourir justement les anciennes plateformes des Dunedain, etc., c'est plutôt très intéressant. Moi, c'est ce qui me manquait un peu. Voilà. Donc, j'avais forcé le trait, hein, j'ai fait exprès. Donc, vous avez toute la lettre qui vous dit voilà, j'ai besoin de vous, chers aventuriers, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent et c'est pas super. Et puis, derrière, tu as la fiche de voyage qui ressemble beaucoup à celle, hein, qu'on a pour l'anneau unique, Oui, hein. la précédente, oui. Voilà, le log, les différents rôles de la compagnie. Mhm. Voilà, tu as les petits hexagones pour montrer ton petit voyage et les petits événements qui se passent, etc. Donc franchement, de la bien belle ouvrage. Et bien sûr, comme tu disais, nous avons la fameuse map. Alors, tu as la map de l'Eriador, quand même, Ouais, moi je ouais, la pas trouve mal. toujours aussi belle, hein, personnellement, hein. Ouais, ouais. Moi je trouve qu'elle a de la gueule, hein. Franchement, Pas mal du tout. Ouais. ouais, ouais, c'est quand même sympa. Et Je collectionne derrière, les maps des terres du milieu. tu Donc, m'étonnes. non, elle est plutôt bien. Et derrière, comme tu disais, on retrouve le schéma qui nous permet de gérer les combats. Ah oui, d'accord. Tu vois ce qui est marqué Oui, avec Engage enemy. les positions, ouais, Ouais, d'accord. tu as les positions de combat. Elles sont toutes Ah, dessus. Donc, ça va te permettre de positionner ces petites choses. d'accord. Donc, tu as ici, hop, nos amis aventuriers. Oh, il y en a un, on dirait que c'est presque l'épée de Berserk. Petit hobbit, le nain, l'elfe, avec un arc, oh, ça alors. Et la bardide. Voilà. Et puis après, des archers gobelins. Ça, c'est pour Antoine, un spécial dédicace pour lui. Mhm. Il y a beaucoup de gobelins.
Et puis, il y a des petits loups aussi. Voilà, bon bref, il y en a un qui est tombé. Des tirs. Ouais. Donc voilà, ça c'était toute la partie. Et il n'y a pas de système de création de personnages, je parie. Non, pas du tout. Ah non, Ouais. non, on reste sur la boîte à la Free League. Et j'allais dire, comme. Je pense qu'ils ont donné le ton. Il y a de plus en plus de boîtes qui sortent, avec justement, sur le modèle du starter set, et tu n'as plus les. Enfin, tu n'as pas la règle de création, très rarement. Donc forcément, c'est des pré-tirés, et ça te permet de faire un scénario en quelques sessions, quoi. Donc je vais passer quand même assez rapidement sur la partie règles, parce que déjà, j'avais chroniqué la version Lord of the Rings complètement de A à Z avec toutes les règles. Et je trouve que Free League, alors ça par contre, je trouve qu'ils font un boulot qui est assez incroyable sur la façon de synthétiser leur gros bouquin de règles en une 30aine de pages. J'avoue que quand même, il y a de la qualité pour faire ça. C'est pas donné à tout le monde d'être très synthétique. Donc l'head writer, c'est toujours Francesco Nepitello. Et à la conversion, c'est Michele Garbuggio. Les Italiens ont du talent. En ce moment, c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont incroyables en Italie. Donc, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Alors, une petite introduction sur ce que c'est le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est la façon de adventuring, comment on joue, quoi, plus ou moins. Voilà, donc je passe très rapidement. Pour une fois, il y a même un exemple de partie. Alors là, mais j'ai halluciné. Mon Dieu, ils se mettent aux exemples. Incroyable. Qu'est-ce qu'on joue? Avec les différentes caractéristiques, etc. Sur 2 pages, pas besoin de beaucoup plus. Et comme on est en 5e, tu vois, tu as les systèmes de niveaux, mais attention, c'est pas les niveaux à la donge. Et surtout, ce qu'on appelle les skill proficiency, weapon, etc. Donc, tous les bonus. Les bonus de tes talents, les bonus de tes armes, etc. Donc, c'est des dés soit des scores qui se rajoutent à ton jet de dés, soit c'est des dés supplémentaires. Les désavantages et avantages, voilà. Ensuite, après, la partie équipement, la partie patron. C'est pareil, ça va très vite, 2 pages, hop là, youpi. Très bien. Voilà, il n'y a pas besoin non plus de s'étaler. Ouais, dis-moi. Tu vois, je pense que ce genre de résumé devrait être intégré, enfin donné avec tous les gros bouquins de règles. Franchement, comme tu es meneur de jeu en cours de partie, c'est bien d'avoir une petite référence un petit peu concise qui permet de trouver les fondamentaux. Ça manque beaucoup, ça coûterait pas si cher que ça, et ça nous rendrait un bon coup de main. Donc, tu as les armes classiques, on est quand même sur un jeu où il y a quand même un peu de combat, quoi. Alors forcément, c'est les règles de donge, mais ceci dit, c'est pas des bonus de fou furieux non plus, tu vois. T'as la hache, t'as le bâton, les dagues, les marteaux, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour se foutre joyeusement sur la tronche. Tout ce qu'il faut. Plus les équipements, etc. Et ensuite, t'as la partie règles, voilà, ability checks, comment ça marche pour faire les jets de dés. Le D20 est notre ami. Si je peux me permettre, je voulais juste, tu as cité Francesco Nepitello, qui est donc le créateur de base de l'anneau unique, et j'aimerais lui tirer un coup de chapeau parce que c'est un personnage incroyablement talentueux. Ouais. Il habite Venise, le brillant, parce que j'aimerais bien inviter Venise aussi. Lui, il est vraiment résident dans les murs de Venise. Et c'est un gars qui, depuis le début des années 90, a beaucoup travaillé sur les jeux de plateau. Et il a collaboré à de grands titres, comme La Guerre de l'Anneau, qui est un jeu de plateau très, très bien classé, qui est une pure merveille. Et aussi Dune, la Guerre d'Araki, je crois que c'est comme ça qui fonctionne, sur un principe à peu près similaire. Il y avait aussi un autre jeu qui s'appelait la Guerre des 5 armées, qui a disparu aujourd'hui, qu'on ne trouve plus, mais qui avait été publié un moment en français par Asmodée, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Donc, il s'y connaît très bien en jeu de plateau, il s'y connaît très bien en wargame. C'est un gars prodigieusement riche au niveau de la connaissance de l'univers de Tolkien. Et il est, en tant que concepteur de jeu, c'est quelqu'un qui a un peu révolutionné la façon dont on aborde la Terre du Milieu avec cette intégration de règles qui permet de jouer les voyages, de jouer les rencontres, de donner tout un côté qui est beaucoup plus intéressant qu'une succession de combats ou de sorts de magie. Et surtout, comme je te disais, le système de l'ombre qui a été repris dans la 5e. Je veux dire, c'est pas gagné, quoi. Alors, ça joue en termes de GD en désavantage, voire carrément d'impossibilité de faire des G, donc avec des détresses psychologiques, quoi. Donc, non, c'est la conséquence de l'ombre. Si un personnage est misérable et qu'il se prend un œil de Sauron, parce que tu as les yeux de Sauron sur les dés quand même si c'est du D20, etc. S'il fait 1 ou 2, il se prend un échec automatique, direct. Tu vois, donc ça monte un peu etc. Donc non, il y a toutes les sources, etc. Et ensuite, alors ça je trouve génial, je pense qu'on aura la même chose sur la version anneau unique. On a ce que je pense que j'attendais depuis la V1,
le dessin qui t'explique ce que sont les positions de combat. Parce que sincèrement, entre les trades de la première V1, puis la deuxième V1, etc., bon voilà, là, regardez-moi ça. On a ce qu'il nous fallait. Vous avez sur ce dessin, on va faire le petit zoom qui va bien, la position d'attaque, vous la voyez en tout premier. Ensuite, l'open stance qui est j'attaque mais je me protège. Ensuite, la position défensive. Alors, c'est sûr qu'avec une arme d'ast, c'est quand même plus simple. Et en dernier, vous avez la position arrière où on balance des flèches. Et rien qu'avec ça, on comprend tout de suite beaucoup mieux ce que sont ces fameuses positions de combat. J'ai toujours eu moi, j'avais du mal au tout début à me figurer comment c'était exactement. En plus, on se disait, tu peux te mettre à l'arrière, que si tu as autant de personnages que... bon. Et là, avec juste ça, tu comprends. Incroyable. Des fois, un dessin. Très bien. Et ça reprend les séquences de la V2. Hein. La même chose. Hein. Donc, on a la portée, ensuite les premières volées, et ensuite, on choisit sa position, et c'est parti. On aime se taper dessus, la vie est belle, la terre du milieu respire la fraîcheur. On est comme ça. Cool. Ouais. Donc voilà, après, je passe la partie dommage, etc. Et c'est ça qui est bien aussi. Je trouve qu'ils font ça aussi de plus en plus dans les starter sets à la Free League, et d'autres aussi maintenant. Regarde-moi ça. Un exemple de combat. Oups là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Mais on voit à peu près. Ouais. Oui, d'accord. Mais voilà, c'est bien, on comprend l'intention. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va faire comme ça. Ce sera... Oh là, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, qu'est-ce que c'est que s'il vous plaît. Mais on a vu là. Ne te formalise pas, mon Fred. Voilà. Donc, en fait, tu as la map que j'ai montrée avec les petites figurines dessus qui te permettent de comprendre exactement ce dont on parle à la page précédente. Nickel. Voilà. Et on t'explique donc le repos court et le repos long. Tu as des règles sur les audiences. Quand même, adaptées au D20, bien sûr, mais c'est la même philosophie, quoi, vraiment. Et la même chose sur le voyage, bien évidemment. On reprend les rôles de chacun, les jets de dés imposés, etc. Donc, voilà, les jets de sagesse pour le voyage, comment on finit la journée, enfin le voyage, les résolutions d'événements, etc. Et puis, voilà, hein. Tu as les 3 corpus de règles qui sont là-dedans. Super bien expliqué en 2-3 pages à chaque fois. Donc, il faudrait que je le regarde. Il faut que j'ai tout sur l'anneau unique et puis c'est des vies. Variation. Je précise que le nouveau starter set sera traduit par Edge. Normalement, c'est prévu pour la rentrée, septembre ou octobre, je crois, de mémoire. Hein. Et donc, on attaque notre le scénario, la mini-campagne. Alors, je dirais plutôt c'est un mini-scénario, à mon avis, soit en une grosse soirée, soit en 2. Vous en faites le tour. Donc, vous jouez le groupe d'aventuriers que je vous ai décrit. Qui a écrit ça déjà d'ailleurs? Adventure Design, Francesco Nepetilo et Jacob Rogers. Voilà. Donc, comme je te disais, c'est notre ami Gilraen qui t'envoie une petite lettre pour te dire on a besoin de vous parce que je sens qu'il y a des menaces qui pointent à l'horizon. Voilà. Il te fait comprendre que son fiston, il n'est pas là, il vagabonde. Hein, voilà. Donc, elle a vraiment besoin d'aide. Parce que, en fait, à Brie, parce que les personnages sont tu démarres au poney fringant. C'est quand même un peu emblématique, quoi. Cool. Tu démarres là-dedans et c'est forcément l'endroit où tu fais les rencontres, où tu as tes missions. C'est vraiment l'endroit emblématique pour les riadeurs, je pense. Hein. D'ailleurs, le supplément Brie de la V1 était incroyable. Hein. Enfin, moi, je l'avais beaucoup aimé. Et donc, tu as sa lettre et tu vas devoir... Il y a des rumeurs, voilà. Il y a un type qui a trouvé un endroit un peu bizarre. Il a eu très peur parce qu'il a senti une présence... il est extra à Brie. Voilà. Franchement, il est très, très bien. Super supplément, très, très bien. Même les aventures au nord et tout. Donc là, pareil, on te dit, voilà, au nord, il est tombé sur une chose vraiment qui l'a vraiment dérangé. Et surtout, il avait l'impression d'être observé par une puissance vraiment atroce. Donc, on va aller enquêter un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc, nous allons aller dans les montagnes sombres du Rudor. Un endroit qui est bien. Recommandé par toutes les agences de voyage, bien sûr. Parfait pour le bronzage. Ah oui, le Rudor, donc on rappelle que ce sont des hommes qui vivaient là avant que les hommes de l'Ouest reviennent, ou arrivent tout court. Et ils sont un peu vénères, ils se sont même alliés avec Angmar. Bon, en même temps, est-ce qu'on leur a laissé le choix? Je ne sais pas trop. Mais donc voilà, c'était des humains un peu vénères qui ont entre autres provoqué la chute de l'Arnor. Hein. Bon, bref, on va pas refaire un cours d'anneau unique.
Donc, on va aller se balader là-dedans, donc, qui s'appelle les North Downs, donc les collines du Nord, pas très loin de Fornost. Une magnifique ruine. Donc, on va faire, dans le premier scénario, le voyage. Le poney qui tousse, oui. Voilà. J'ai vu Donc, ça aussi. Oui. Premier scénario, voilà, tu as les petits hexagones qui vont bien, voilà. Avec les petits endroits qu'il va falloir aller voir. Donc, tu peux en plus, Expanded Journey Event, donc tu peux aller voir The Pool of the Dead Men. C'est le petit marais des morts local. C'est toujours de bonne ambiance, quoi. Et c'est la première partie, c'est clairement, on a la mission, on organise notre voyage, et on y va. C'est ça la première partie. Donc, tu reprends un premier cœur de règle. Le deuxième, on arrive à la colline couronnée, The Crowned Hill, qui est comme ceci. Donc pareil, tu vois, c'est... Comment te dire? Il y a des trucs, il y a des petites statues, des trucs pas très sympas en vrai, plus une grosse fosse au milieu. Et là, il y a moyen de se prendre quelques points d'ombre assez rapidement. Je ne vais pas vous dire exactement ce qui s'y passe, ce serait un peu dommage. Donc je vais passer. Forcément, on va trouver nos premiers gobelins, parce que c'est comme ça. Hein, voilà, on est quand même en Eriador, on vous le rappelle. Et on va aller ensuite dans des ruines qui appartiennent à un village de gens du Rudor. Il est possible à ce moment-là, et je ne vais pas dévoiler tout le scénario, de se lier avec des gens qui font partie du Rudor, qui à la base ne sont pas forcément des alliés, quoi. Mais il y a possibilité, un peu comme ce que faisait Ténèbres sur la Forêt Noire d'ailleurs, tu sais, d'aller faire des alliances avec des gens où tu te dis, à la base, pas fait pour. Ben là, il y a cette possibilité-là, donc je pense qu'au niveau de ce que feront les joueurs, ça peut être super intéressant. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et la troisième partie, Iron Jaws, donc les mâchoires d'acier, de fer. Là, vous allez vraiment partir, parce que maintenant vous comprenez quelle est la menace. Vous allez pister la menace. Quand vous comprenez ce qu'est la menace, vous vous dites, putain, je suis quand même niveau 1. Ça risque de taper fort. Mais ceci dit, il y a quand même moyen. Donc vous allez aller donc sous la colline. Hein, au début, on est sur la colline, ce que je t'ai montré. Par contre, il manque le plan de sous la colline. Voilà, on a l'air des gobelins, mais il manque un plan, j'ai trouvé. Ça arrive, ça, ce genre de choses. Ouais, tu vois, on te dit, attention, tu vois, t'as un pont, machin, etc. Mais il n'y a pas le plan. Bon, bah écoute, c'est pas très grave. Ouais. Hein, je voudrais juste faire un petit aparté, parce que pour moi, c'est important sur l'évolution du jeu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le système l'anneau unique ou son adaptation pour AD&D Lord of the Rings est intéressant au niveau des scénarios, c'est que la présentation des scénarios, comme tu l'as fait, comme tu l'as montré, est très aérée, elle est très agréable à regarder, elle te met dans l'ambiance, et surtout, c'est présenté de manière narrative, c'est-à-dire que ça se lit aussi avec plaisir. On n'est pas en train de lire une succession de caractéristiques, de statistiques avec des tables absurdes et des choses comme ça. On sent tout de suite ce qu'on doit faire. Déjà dans la première édition, ils avaient fait très attention. Chaque scénario était présenté sous la forme de chapitres avec des encadrés qui contenaient les caractéristiques des éléments les plus importants. On facilitait le travail de mémorisation et de découverte. Mais depuis que l'anneau unique est édité par Free Alliance, il y a eu cette volonté d'aérer les textes et de laisser à la lecture, lorsque le maître de jeu découvre le scénario, la possibilité déjà de comprendre comment il va se jouer. Et moi, j'ai eu ce sentiment profond que ces scénarios présentés de cette manière-là t'incitent à toi, le maître de jeu, le meneur de jeu, à développer les aventures et à leur donner un petit caractère personnel. Pour moi, c'est vraiment important et c'est certainement un des jeux, un des univers qui bénéficie des scénarios les plus abordables et les plus agréables à lire qu'ils soient. Tout à fait. Par opposition à Alien, où justement les scénarios sont super mal organisés. Ouais, puis surtout, comme je te disais, ils te mettent des accroches en plus pour te développer si tu as envie, parce que tu as de la matière avec ce scénario. Et effectivement, à un moment donné, tu arrives donc dans un endroit, je ne vais pas vous décrire, où on va te conseiller très fortement de faire de l'infiltration, donc du alien isolation, justement. Et il vaut mieux, parce que sinon, ça risque de très mal se passer. Donc on vous conseille fortement d'y aller en mode... pas faire de bruit. Il faut surtout dire ça aux nains, parce que généralement, c'est un peu le bordel. Je suis désolé, mais il y a tel Galien qui vient de nous indiquer dans les commentaires. Faire un fromage. Mais on a quand même, entre Brie et Comté, c'est pas pour les bleus. Non, franchement. Le jeu de mots est validé. Moi, on est pile dans ce qu'on aime. Écoutez, là, ça devrait être gravé dans le marbre, parce que depuis le temps que je lis Tolkien, et ça remonte loin, ce jeu de mots-là, on ne l'a jamais fait. Bravo. Écoute. Bravo. Alors, non, mais quel talent. Franchement, nos auditeurs ont du talent, comme disait. Oui, non, mais...
Merci, mon cher Tolkien. Donc voilà, donc il se passe quelque chose. Vous avez un épilogue. Selon la façon dont vous allez résoudre cette aventure, vous sentez que derrière, ça, c'est les prémices d'une grosse campagne à venir. Voilà. Je pense que, clairement, et bien évidemment, on finit sur les stat blocks. Voilà, ils sont là à la fin, quoi. Et t'en as pas 3 tonnes non plus, quoi. C'est tant mieux. Bon, ok, t'as le soldat orc, t'as le garde orc, et t'as l'archer gobelin, parce que c'est spécial dédicace. S'il n'était pas là, lui, je pense qu'on s'ennuierait quand même. Et ensuite, t'as des petits loups, etc. Donc, on est comme ça. Bref. C'est un très bon scénario d'introduction à l'anneau unique. Je pèse mes mots. C'est vraiment celui-là que j'attendais quelque part. Quand j'ai démarré sur la V2, c'est ça que j'attendais. Et t'as pas besoin, comme je te disais, d'en faire 3 tonnes. En 3 actes, tu as les prémices, tu as des tensions, tu as de quoi lier tout le groupe, d'être relié à la grande histoire via Gilraen. Puis à un moment, tu tombes sur un type qui s'appelle Strider. Bon, bref, j'en dis pas plus. Tu sais, comment ils l'ont traduit? Grand pas. Oui, voilà. Non, c'est l'Arpenteur maintenant. Oui, c'est l'Arpenteur. Je deviens fou avec cette nouvelle traduction. Allez, j'oublie, c'est grand pas. Ça restera grand pas. Ouais, grand pas, je préfère aussi. Par contre, Fandeval, moi j'aime beaucoup. Je préfère à Fontcombe, personnellement. Ouais, oui. Ah ouais. Bon, ouais, bref. Ouais, bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Maman et Papa Orc. Oui, tu as Maman et Papa Orc dedans, tout à fait. Mais enfin, c'est petite précision pareil. Selon comment vous allez jouer, selon comment vos joueurs vont réagir, il y a moyen de nouer des alliances absolument incroyables. J'en dis pas plus. Mais je pense que voilà, ça te montre les différents corpus de règles. Tu as dans la première partie les règles de voyage, dans la deuxième des règles de réunion, d'interaction sociale, et dans la troisième, c'est du combat. Tu as tous les 3 qui sont développés au travers de ces 3 arcs narratifs. Déjà, ça, c'est top pour commencer à rentrer dans les règles au fur et à mesure. Et surtout, tu as des vrais enjeux. Des vrais enjeux où tu sens que quand tu termines, au loin, tu vois Cardoum. Ok. Voilà, tu sais qu'il y a de la grosse menace qui arrive, parce que c'est la montée de l'ombre, et tu le sens avec ce scénario. Et franchement, moi je suis conquis. Après, voilà, on est sur de la boîte que, si tu veux, tu vois l'épaisseur du truc, tu te dis qu'il y a 8 millions de matos, ça fait un peu vite quand même. Ça, ouais, c'est... Ouais. Mais je pense qu'ils ont le même fabricant et c'est le même modèle de boîte pour tous les jeux. Donc, Oui, mais je sais pas si tu as vu le starter set de Donjons et Dragons là, qui est sorti le mois dernier. Oh, je l'ai acheté, il est incroyable. C'est incroyable, ça, il faudrait qu'on en parle. Ah oui, c'est prévu. Là, t'as du matos. Hein. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix non plus. C'est la première fois que je vois un starter set Donge à 55 € quand même. C'est quand même. Si cher. Ah ouais. Tu t'es fait arnaquer, gars. Non. Je l'ai pris en VF, moi. Spécial Google Trad. D'accord. Oui, d'accord. Voilà. Mais non, oui, il est incroyable en termes de matos. Mais ceci dit, donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment conquis par cette mini-campagne. Sachant que nous avons reçu ici la campagne sur Saruman, que j'ai commencé à lire, et qui est mais incroyable. On est largement... Alors, j'avais un petit peu peur avec les derniers scénarios sortis. Tiens, j'avais pas mis la bonne bannière, ça alors. Oh, le type. T'es toujours sur Alien, tu sais. Il était temps, tu vois, il était temps. Ouais, non, mais tout va bien, voyons. Et ces Ruins of the Lost Realm, je crois que c'est ça, l'espèce de mini-campagne. Je suis désolé pour les termes, je l'avais trouvée affligeante. Déjà en termes de respect de l'univers Tolkien, un peu quand même, parce que je suis un peu intégriste, je le reconnais bien volontiers. Mais j'avoue que moi, je suis désolé, moi tu me fous des pirates de Lumbar qui arrivent en Eriador à Tarbad. C'est un peu comme les elfes au gouffre de Helm. Qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi? Voilà. Et puis surtout, les enjeux étaient tellement vagues, tellement éloignés, tellement peu cohérents les uns avec les autres. Il n'y avait pas vraiment de fil rouge. Moi, j'étais pas du tout dedans, quoi. Et là, par contre, entre la campagne sur Saruman et celle-là, là, le niveau, il est... Ça y est, on est... Je pense que c'est enfin parti. Donc, je suis très, très enthousiaste sur cette boîte. Vraiment. Voilà. Je regarde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisqu'on parlera des autres. Et bonsoir, mon cher Vincent. Voilà. Et puis, du coup, tu regardes. Hop. C'est ton tour à nouveau. Ah ouais. Mais là, par contre, je mets la bannière.
Parce que Tu mets la transition, bannière? ouais, les transitions, moi, je sais toujours pas faire, hein, au bout de toutes ces années. Non, non, Donc, mais on va c'est pas. très bien. Je trouve que c'est un art. Tu fais la Ah oui. transition à la hache, tu vois, d'un coup sec et Ah ça oui, passe. oui, oui. Bah, Il n'y a c'est, pas de tu sais, problème. les nains de Tolkien, c'est un peu mes modèles, donc voilà, Oui, Give je me comprends. forever, donc, Tout va bien. Donc, on donc va parler un transition à la petit peu Gimli. de Cthulhu by Gaslight. Alors là, je vous montre. Ça, c'est Ah l'édition. oui. C'est l'édition Jeu des cartes 1987. Le Ah oui. jeu était, la version était sortie en 86 aux États-Unis chez Chaosium. Alors, je vous la montrais pourquoi? Parce que c'était en boîte. Regardez ça. C'est une boîte incunable que m'a offert mon ami Christophe Sambre, le brave homme qui collectionne tous les suppléments de l'appel de Cthulhu. Regardez ce qu'on avait dans la boîte. Ah oui. Plusieurs livrets, mais c'était des couvertures papier. C'était Ah, avec c'était, une c'était. maquette, comment dire, un petit peu primitive et simple et assez Ça sentait le obscure, avec carbone. un minimum de comment dire, d'illustration. Puis, pardon, une carte de Londres qui était pas vraiment extraordinaire. Voilà, ça c'était la version 1987 en France. Maintenant, on se projette en 2026 et Chaosium nous a sorti l'année dernière en fait une nouvelle version. C'est la 4e. Il y en a eu 3 autres depuis, enfin 2 autres depuis. Et elle se présente comme ça. Un livre, le guide de Oui, l'investigateur. Un deuxième livre, le guide du gardien. Le le Keeper's Guide. Keeper's Guide, le guide du gardien. On va y arriver, on y arrivera 2 comme bouquins. ça. 2 bouquins carrément énormes, qui Ah oui. font pas loin des 300 pages. Ah, c'est pas Free League, là. Voilà, c'est du super matos. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, le truc étonnant, pourquoi est-ce qu'il y a 2 bouquins? Parce que c'est en fait un jeu autonome. On n'est pas obligé d'avoir une boîte ou un manuel de l'appel de Cthulhu pour jouer à Gaslight. Un peu Là, comme on a... Pulp Cthulhu, quoi. Excuse-moi, je t'ai Pardon? coupé. Un peu comme Pulp Cthulhu, en fait. Oui, mais dans Pulp Cthulhu, tu as quand même des éléments qui font référence à la magie, des choses comme ça, aux créatures du D'accord. mythe, que tu seras Ok. obligé d'aller chercher dans le... Là, t'es pas obligé de faire appel au mythe parce qu'on est dans un univers un petit peu différent. Moi, honnêtement, j'espérais qu'il parlerait plus de Sherlock Holmes parce que je ne sais pas si tu le sais, mais depuis 2023, l'œuvre de Conan Doyle, d'Arthur Conan Doyle, est tombée dans le domaine public. Oui, oui. En 2007, c'était celle de Lovecraft. Et on a vu 15 000 jeux basés sur Cthulhu et ses petits amis sortir. C'est pas que tu veux parler. J'espérais que Chaosium saisirait l'occasion pour nous faire un jeu Cthulhu Sherlock Holmes dans la lignée des romans de Lovecraft, même si je suis pas très fan des romans eux-mêmes. Le concept me plaît. J'aime Ouais, Sherlock Holmes, c'est j'aime marrant. ce bon vieux Cthulhu. Je me disais que ça se ferait. Ben non, ils le feront pas. Et on parle un petit peu de Sherlock Holmes, on cite un petit peu Moriarty, on parle un petit peu d'H.G. Wells, c'est normal. On a même les caractéristiques des Martiens, on nous parle de des petites choses comme ça. On nous parle aussi de Jules Verne. Et Ah, ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Parce qu'en fait, l'époque victorienne, il ne se concentre pas uniquement sur la Grande-Bretagne, mais vraiment sur cette ère à la fin du 19e siècle qui était annonciatrice de grands progrès scientifiques. Alors que bon, l'évolution économique était un petit peu chaotique et on connaissait aussi par ailleurs une grande misère dans ah les oui. milieux populaires. Mais là, ils ont fait un truc pas mal, extrêmement documenté. On a de tout. On a des documents sur la classe sociale, parce que les classes sociales en Angleterre particulièrement sont extrêmement importantes. Les gens de la upper class ne parlent pas facilement avec les gens de la classe basse, les prolétaires. Je regrette qu'on ne parle pas du patois qu'utilisent les différentes classes anglaises. Moi, je suis un fan de Grande-Bretagne. Je vais en vacances en Grande-Bretagne tous les ans. Il fait plus frais qu'en France. Ça devient intéressant. Ok. Et je regrette qu'ils n'en parlent pas plus. Mais il y a quand même, comment dire, la volonté d'essayer de faire comprendre ce qu'est la Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle. Mais tu sais quoi? On sent que c'est écrit par des Américains. On le Ah, sent en plusieurs trucs. Par exemple, il y a quelques pages qui présentent des PNJ importants de l'époque et réussissent à nous caser dedans, par exemple, Buffalo Bill et Annie Oakley. Annie Oakley qui faisait partie du cercle de Buffalo Bill et qui était une tireuse d'élite. Il n'y avait pas d'autres gens. Il n'y avait pas des gens plus importants à faire passer pour la Grande-Bretagne, parce que ça, c'est des Américains. Et on a tout oui. le temps des petites références à des histoires américaines, et c'est dommage, parce que bon, par moment, on sort carrément de l'ambiance.
De la richesse, oui, il y a de la richesse, il y a plein de choses. Mais par moments, on se demande à quoi ça sert. Parce que on ne comprend pas forcément mieux comment fonctionne la société. On a plein d'éléments. C'est intéressant à lire. On parle de clubs et d'associations. Tu sais que les clubs sont super importants pour Bien les sûr. gentlemen anglais, et c'est bien. Et on a aussi cette façon qu'ont les Américains aujourd'hui d'appréhender la réalité historique. C'est-à-dire, ouh, c'est horrible, vous savez, à l'époque, ils n'étaient pas gentils, ils étaient racistes, ils étaient misogynes, ils Ah oui. étaient impérialistes. Et alors donc, tu as des avertissements à longueur de temps. Et puis, il y a le truc qui a fait un scandale aux États-Unis. Je vais essayer de retrouver la page rapidement. Mhm. Ça a été, avant que ça sorte, il y avait des articles sur la net là-dessus, 2 pages en fait. Les LGBTQI+, à l'ère victorienne. Ah, ça Alors, existait déjà en fait. C'était mais oui, mais sous caché, mais si ça existait tu quoi. veux par là, et ça a toujours existé, et si on fait attention, on va les Ouais. retrouver dans des tas de cultures différentes, mais Bah ça a oui. provoqué un scandale, parce que bien évidemment, après le scandale qui avait entouré Donjons et Dragons avec Hasbro, qui commençait à dire que les orques n'étaient pas forcément mauvais, puis de toute façon maintenant, il ou elle, il fallait que de toute façon tout le monde soit égal, ça commençait à devenir très complexe. Il y a des tas de gens qui se sont dit, ça y est, Chaosium est en train de tomber dans le gouffre. Ils sont en Hmm. train de servir le démon. Oui, Alors, oui. on a 2 pages pour nous expliquer simplement les difficultés que les LGBTQI+ pouvaient rencontrer à l'époque victorienne, mais croyez-moi, elles n'étaient pas négligeables, Déjà, puisque juste j'ai côté découvert femme, par déjà. exemple, voilà, j'ai découvert par exemple que bon, Oscar Wilde, qui est un homosexuel célèbre du 19e siècle, Hmm. l'auteur du Portrait de Dorian Gray, on sait qu'il est homosexuel, on en parle comme d'un grand auteur encore aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas de tas de gens. Et j'ai découvert que Bram Stoker, l'auteur de Dracula, avait réclamé une peine de mort automatique pour tous les écrivains homosexuels de son temps. Hmm. On était vraiment dans un autre monde. Alors, ces 2 pages qui ont provoqué un scandale, qu'est-ce qu'elles nous montrent surtout? Que la société américaine ne va pas très bien, on s'en doutait. Les informations tous les jours nous le montrent. Au niveau culturel, il n'y a vraiment pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Vous trouverez juste à côté un chapitre qui vous explique comment étaient traitées les filles mères, comment était traitée la sexualité à l'époque victorienne, une époque où on cachait même les pieds des pianos pour qu'il n'ait pas d'effet perturbant sur ces messieurs qui sont si sensibles. Enfin, un monde d'hypocrisie, mais qui Ah était oui. riche aussi de promesses, de découvertes, parce que l'ère victorienne, c'est aussi l'exploration. Alors ça, c'est bien fait. On a toute une partie de suggestion, d'exploration, d'aller découvrir l'Afrique, d'aller découvrir l'Australie, la Papouasie. On Les vous pôles. pousse, voilà, les pôles, aller vraiment voir ce monde qui est encore un grand inconnu avec une conviction scientifique. C'est très bien. Et puis, ça tombe un peu à plat. J'ai joué, j'ai testé pour vous, Mhm. et qu'est-ce que ça donne? Moi, j'adore l'époque, j'adore le truc. On se rend compte qu'en fait, si on ne joue pas en cosplay, les règles de l'appel de Cthulhu s'appliquent, point final. Et on ne se pose pas trop de questions. Qu'est-ce qui différencie vraiment l'appel de de Cthulhu by Gaslight? Peu de choses. Au niveau des mécaniques, vraiment peu de choses. Ouais, c'est quoi Et le exactement? seul truc que je le reconnais vraiment, et la bonne idée qu'ils ont eue, c'est qu'en fait, dès le départ, ils te proposent de créer des personnages, soit Cthulhu classique, soit Cthulhu Pulp Cthulhu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Pulp Cthulhu, c'est une variante officielle publiée par Chaosium qui Ouais. permet de créer des personnages qui sont un petit peu des super-héros. Ils ont tous des super-pouvoirs, ils voient mieux dans le noir, ou bien ils ont une droite vraiment terrifiante, ou ils sont Ouais. capables d'escalader des murs lisses. Enfin, ils ont ces talents qu'avaient les héros des Pulp Fiction, des magazines Pulp des années 30, comme Doc Savage. C'est Hmm. un plus. Et ça a un côté délicieux dans l'univers de Lovecraft, parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne voit plus l'univers de Lovecraft et de Cthulhu de la même façon que dans les années 80. Et c'est Oui. bien de donner cette dimension aventure. Dans le cas de Cthulhu by Gaslight, c'est une très très bonne idée d'avoir mis la possibilité de jouer des personnages pulp, Ouais. parce que ça vous permet de simplement vous éclater, un petit peu comme dans les films de Guy Ritchie. Vous voyez ce que je veux dire? Il Hmm. y a 10 000 versions de Sherlock Holmes aujourd'hui sous forme de séries ou de films. Guy Ritchie, lui, se permet des tas de libertés, même avec son Young Sherlock Holmes derrière moi en série, des tas de libertés par rapport à l'œuvre originale de Conan Doyle. Et tant mieux. C'est notre époque, c'est notre temps. Et avec Cthulhu by Gaslight, on peut s'offrir ça. Mais
Je reviens dessus. Je trouve que l'environnement n'apporte finalement pas grand-chose. On n'a pas vraiment besoin de ça pour jouer dans l'univers de Sherlock Holmes. Vous connaissez les Sherlock Holmes? Vous en avez lu? Bah, utilisez ce que vous savez pour décrire. Le système de création de personnages n'est pas très éloigné de celui des personnages classiques. Si vous avez de vagues notions de ce que pouvait être l'Angleterre victorienne, vous pourrez vous débrouiller pour faire des scénarios tout à fait corrects. Tout ça pour dire non, quand même que c'est bourré d'informations, c'est intéressant, c'est même passionnant par moments. Il y a des trucs qui sont très très sympas, comme par exemple, ils mettent des exemples, je vais essayer de le retrouver, ben non, je ne le retrouverai pas, mais ils donnent des exemples d'architecture. Vous avez par exemple les plans complets d'une mansion, d'un manoir, histoire de pouvoir toujours décrire servir. un manoir de l'intérieur. C'est des choses qui peuvent être utiles et qui sont pas mal faites. Il y a toutes sortes de détails plutôt bienvenus. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est bien, c'est cher, très cher même. Vous n'êtes pas obligé d'acheter l'appel de Cthulhu pour donc jouer avec Cthulhu Gaslight. Est-ce que vous y jouerez beaucoup? Depuis 86, quand ils ont sorti Cthulhu by Gaslight pour la première édition que je vous ai montré tout à l'heure, ils n'ont pas sorti des pléthores de campagnes dans cet univers, dans l'univers victorien. Ouais, c'est plutôt d'autres éditeurs qui en ont fait. Voilà, il y a eu quelques scénarios, mais pas tant que ça finalement, comme si cet univers n'était pas si frisé que ça. Si vous êtes un fan de l'appel de Cthulhu, que vous voulez aller plus loin, que vous voulez vraiment découvrir toutes les possibilités du jeu, allez-y. C'est des suppléments qui sont super bien faits. Ils ont cette qualité de présentation que Chaosium propose depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est joli, c'est bien fait, c'est riche, c'est sympa, on y apprend des choses. C'est cool. Est-ce que c'est jouable? Oui, c'est jouable, mais je ne crois pas que ces suppléments vont vous donner vraiment l'impression de vivre l'époque victorienne. Il aurait fallu trouver un autre détail, un élément qui vous intègre, qui pousse vos personnages à se comporter exactement comme les gens de l'époque, c'est-à-dire des gens qui étaient parfois extrêmement bornés, qui avaient une vision du monde totalement différente de la nôtre, alors que là, c'est pas ça. On vous propose d'avoir votre esprit ordinaire et de faire semblant. C'est un peu le principe du jeu de rôle, vous allez me dire. Mais on a besoin parfois d'un petit coup de main pour se dire ah non, ma morale m'empêche de faire ça, ah non, mes croyances m'empêchent de faire ça, non, je refuse la science. Tous ces détails qui ne sont pas dans les règles de Cthulhu by Gaslight et que j'espérais voir un jour. Toutes ces règles qui nous permettraient de savoir comment fonctionnaient intérieurement les gens à l'époque victorienne, en tout cas dans l'univers romanesque de Conan Doyle, d'H.G. Wells et de quelques personnes de l'époque qui nous ont fait rêver. J'ai bien apprécié quand même qu'il cite aussi Verne, Jules Verne, parce que bon, c'était le même temps, et jouer dans les univers de Jules Verne avec le système de l'appel de Cthulhu, pourquoi pas? Oui, ça peut être pas mal. Et c'est quoi les apports en termes de règles ou de création que tu as repéré là dans Gaslight? Rien du tout, c'est des nouvelles professions, il n'y a rien de particulier. Tu vois, moi, c'est ce que j'attendais. C'était vraiment d'avoir un truc comme un indicateur moral, parce que c'était vachement important à l'époque. Ah oui, c'est sûr. Il te propose en option une caractéristique supplémentaire qui me paraît le minimum, c'est la réputation. On sait que la réputation, c'était au-delà de tout. On parle d'hypocrisie victorienne parfois, il fallait avoir une réputation irréprochable pour être accepté dans les milieux aisés. C'est c'est du beau boulot de recherche, mais c'est pas un boulot de concepteur de jeu. Je suis un peu méchant avec eux. Je suis content de les avoir achetés parce que je trouve que ce sont des très beaux bouquins. Puis de temps en temps, je me mets dedans. Je lis, j'apprends des choses. C'est bien. Des choses qui ne me serviront pas. Donc, là, c'est moins bien. On signalera quand même qu'à la fin du guide du gardien, il y a 2 scénarios qui font à peu près 40 pages, 35-40 pages. Et il y en a un qui est assez réputé, qui s'appelle The Masterwork of Forby, le chef-d'œuvre de Forby, qui est un scénario qui a la réputation dans les milieux initiés d'être l'un des meilleurs scénarios de l'appel de Cthulhu. Comme je ne l'ai pas encore testé in vivo, je ne peux pas confirmer, mais je le ferai. Et si jamais c'est vraiment le meilleur, je t'enverrai un télégramme du pôle Nord pour que tu puisses. Oui, voilà. On appellera Shackleton et il nous amènera ça. Voilà. Alors, 100 € pour Cthulhu by Gaslight, c'est trop cher. Ah oui. Voilà. Tu peux montrer un peu la maquette quand même pour voir un peu? Oui, bien sûr. C'est un petit peu du standard. De la 7e édition, quoi. Ouais. Oui, tiens, voilà. Ça, c'est un exemple d'architecture. Ouais. Tu vois, c'est joli, mais c'est
On va pas, On on va est pas. dans la matrice Cthulhu 7e édition, Voilà, c'est sobre, ça. efficace, Oui, lisible, oui. surtout. Ce à quoi ressemble la version publiée par Edge aujourd'hui, D'accord. Ouais, c'est ouais. bien fait, c'est aéré. Moi, je trouve ça très agréable. Mmh. Un petit défaut encore, c'est le plan. Je vous ai montré tout à l'heure le plan de Londres qui était très moche dans l'édition de 86. Ça, c'est le plan de Londres dans l'édition 2025. Et Ouais. attends, j'essaye de lutter contre le reflet. Le problème, c'est qu'il est très difficilement lisible, que toutes Oui. les rues ne sont pas répertoriées. Si vous avez chez vous un exemplaire de Sherlock Holmes Détective Conseil, le jeu d'enquête célèbre maintenant, utilisez le plan, il est mieux. Voilà. Ah oui, oui, il est excellent même, carrément. Oui, absolument. Donc ouais, Voilà, j'ai 100 rien balles, d'autre à ouais. ajouter, Fred. Ouais. Est-ce qu'on retrouve quand même la petite ambiance qu'on pouvait avoir, par exemple, comme dans un film comme Le Secret de la Pyramide? Parce qu'on est un peu ère victorienne, quoi. Oui, mais Il y en a c'est beaucoup. en fait, ce qu'ils essayent de te glisser, mais ça, tout ça, c'est dans la Mmh. proposition, de la suggestion. Ce qu'ils essayent de te glisser, c'est que on doit sortir un peu de la rationalité victorienne, bien sûr, parce que c'est à l'époque où H.G. Wells pense à la guerre des mondes, et où on a Jules Verne qui envoie Robur avec un avion, un bateau volant dans les nuages. Il y a cette petite volonté de faire ça. Puis surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est le temps des grandes découvertes, les Ouais. mines du roi Salomon et des trucs comme ça. Tu peux envoyer des gars qui sont hyper coincés au milieu de la jungle, mais ça va dépendre de la qualité de tes joueurs, tu vois. Moi, ce que Ouais. j'aurais aimé, c'est que, je sais pas, moi, il y a une caractéristique de pudeur pour les personnages féminins, même masculins, puisque à l'époque, c'était vraiment un truc extrêmement important, qui est L'odeur. la douilletterie aussi, tu vois, parce que on imagine mal des gens qui sont très bien habillés, tirent à quatre épingles, aller patauger dans la boue du Congo, tu vois. Donc, moi, j'attendais ça, le truc vivant. Et non. Non, nous ont fait 2 gros bouquins, superbes et tout, et ils sont passés juste à côté, pas de beaucoup, mais je le reconnais quand même, et je le répète, l'intelligence d'avoir proposé la possibilité de jouer des En personnages pulp. de Call of Cthulhu, parce que là, tu as les personnages qui sont détaillés avec leurs pouvoirs spécifiques et des trucs comme ça, donc tu peux vraiment les créer directement, et c'est très bien fait. Alors, à signaler que si vous ne devez vous en acheter qu'un seul, achetez-vous le guide Ouais, les Keepers. du gardien, parce que bon, c'est celui qui contient le plus d'informations ludiques, jouables. Dans le guide du joueur, il y a une présentation de la société et tout ça. Il y a la création des personnages. Mais honnêtement, vous pouvez jouer avec des personnages années 20. Vous dites qu'ils sont nés à Oxford en 1870 et puis on n'en parle plus, quoi. Ouais. Mm, Donc, mm. je veux dire qu'on peut la jouer façon Tarzan, où tous les Européens, Américains se baladent gaiement sur les falaises, et les seuls qui tombent, c'est les porteurs qui connaissent la région comme leur poche. Voilà, mais ça, tu sais, c'est des trucs, moi je me souviens, il y avait un de Ah ces ouais. Tarzan avec Johnny Weissmuller où à un moment, Ah effectivement, il ouais. marche sur les flancs d'un volcan et soudain, il y a un porteur qui glisse et il y a un des explorateurs qui se tourne vers son voisin qui dit « Faites attention, ça glisse. » Voilà. Terrible. Vous savez qu'au fait, à propos Arthur Conan Doyle, je me suis relu Le Monde perdu, qui est là aussi Ouais. tout à fait dans le créneau. Je me suis Professeur relu Challenger. l'année dernière. Ouais. Et bien Conan Doyle était un sacré foutu raciste. Et je vous jure que dedans, il y a des trucs terribles. Quand il compare un de ses porteurs, noirs bien sûr, à un cheval, vous vous dites que ça passe plus du tout aujourd'hui, ce genre de choses. Mm. N'empêche qu'il faut lui reconnaître le talent d'avoir créé Sherlock Holmes, c'est d'avoir créé des histoires sacrément intéressantes et plutôt bien écrites, encore lisibles tout à fait aujourd'hui. Oui, mais ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs de cette époque-là, effectivement. Non, absolument. Ah bah écoute, on est pas mal, hein, ça fait trois belles chroniques, on espère que ça vous plaît. Et Merci j'espère qu'on Jean, n'a hein, pas en tout endormi cas. tout le monde, surtout. Ouais, de toute façon, Cthulhu, enfin, moi je t'avoue que celle que je testerai, c'est les 2 chroniques faites par Sons of the Singularity, des gens que Mhm. j'apprécie énormément, qui ont fait le Journal d'Indochine, The Blessed and the Blasphème, qui se passe au Maroc. Et là, ils en ont Mhm. fait 2 qui se passent en Chine ou au Japon, pardon. Mhm. Et ils sont très bons pour la culture d'Extrême-Orient. Et c'est incroyable. Donc ça, je pense qu'on en rediscutera. Parce que ça change Ah, justement un petit peu de l'approche Cthulhu qu'on peut connaître. Et puis surtout, on le rappelle, l'appel de Cthulhu est le jeu de rôle le plus joué au Japon. Devant et Donjons et tant Dragons. mieux. Et tant Ouais. mieux. Ah ouais, c'est toujours bien agréable. Puis ça nous a donné des artistes comme Junji Ito, pour ceux qui connaissent, quand même, hein, voilà, Ugu Tanabe, Bah oui, Kotaname quand même, bien sûr. pour pas les citer, quoi. D'ailleurs, tiens, j'en profite, et je suis vous un coucou à notre cher président Guillaume, du campus Miskatonic. Oh, Guillaume, si tu nous regardes.
Le grand ancien de Verdun. Ah Oh, ouais, ouais, ouais. Guillaume Je, Sawinski. je n'ai qu'une hâte, c'est le mois de novembre maintenant. Donc bon, Absolument. On rappelle que la thématique du prochain campus Miskatonic à oui, Verdun en novembre, ce sera la pop culture et Cthulhu. Parce que maintenant, ouais, Cthulhu fait partie de la pop culture. Il ah va oui. être intéressant de voir de quelle façon et sous quel angle on peut aborder le sujet. Non, il est trop loin, je vais tout éclater. J'ai la petite peluche Cthulhu, tu vois, comme quoi il est vraiment partout, quoi. Eh oui, Attends, attends, attends. Tu sais, celui qui me regarde en permanence à côté, je suis obligé de le montrer. Ah oui, ah Le oui, maître est là. ah Il est ouais. juste là, à côté, Ah, il et te il me surveille, regarde. quoi. Ouais, oui, oui, il te juge. Je vois qu'il te Il juge. me juge, il m'inspire aussi. Moi, il faut que j'aille sacrifier une vierge. Je vais devoir te quitter, Fred. J'en profite avant qu'on se quitte. Donc, nous, je pense qu'on se reverra. Alors, je sais pas si tu passes aux Imaginables, mais en tout cas, au Festival 4H, c'est là qu'on pourra te Oui, retrouver, c'est de façon sûre et certaine, puisque tu vas c'est le animer des 14 tables et le rondes. 15. Ouais, Oui, juin. on va animer des tables rondes et il y aura des trucs extrêmement intéressants sur Conan, sur Ursula Le Guin, sur Ah, bah les oui. héros et les héroïnes dans le cadre du jeu de rôle, et tout ça avec des spécialistes absolument éblouissants. Trop bien. Festival 4H, ça va être l'événement du printemps. À C'est à Sarrebourg, Sarrebourg les tout à 14 et les fait. 15 juin. Voilà. Donc, voilà. Enfin, moi, j'y serai en tout cas, ça, c'est sûr. Donc, on Ah, aura t'as le rêve. plaisir de se... Oui, je pense, sinon, je vais me faire tuer par Tu m'offres une un bière, de des... toute façon. Ouais, en plus, il y a des organisateurs qui nous connaissent, donc on est obligé d'y aller, quoi. Il nous a Voilà. menacés, il faut le dire. Non, Donc voilà, c'est là où on pourra se retrouver. Il me reste à te remercier, mon cher Jean, puis nous, Mais à toi on se aussi, recontacte Fred, prochainement, merci. quoi. Puis merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui continuent à jouer, merci à tous ceux Bah qui oui, continuent à rêver. On en fait partie, on va essayer de continuer comme ça. OK? ouais. Et puis, bah, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Comme d'habitude, dès demain, vous retrouverez la version podcast à 7h30 du mat, à midi, la version chapitrage et tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas à partager, à liker, commenter. Si vous aimez cette chaîne, vous parlez-nous, ça nous fait toujours plaisir. On touche pas à copec et on est heureux. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Salut, salut! Allez.